Alors, s'il vous plaît, bon après-midi à tout le monde. Alors, nous attendons cet après-midi les organismes suivants. L'Union étudiante du Québec, l'Association des obstétriciens gynécologues du Québec, M. Guy Robert Junior, le Conseil du statut de la femme. Mais on débute avec les aînés Action Québec. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Vous connaissez la procédure, donc je vous laisse la parole. Après ça, on aura une période d'échange avec les membres de la commission. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci de nous revoir. Je m'appelle Mona Beck et je suis la présidente de Les aînés Action Québec, en anglais Seniors Action Québec. Aujourd'hui, je suis accompagnée de membres du conseil d'administration, Madame Linda Marion et Monsieur David Johnston, et notre directrice générale, Madame Paulina Abarca-Quentin. Nous sommes un organisme à but non lucratif fondé en 2012, subventionné surtout par les gouvernements du Québec et du Canada. Notre mandat est d'identifier, de défendre et de promouvoir les droits des aînés québécois d'expression anglaise à travers la province. Nous veillons à ce que toute modification législative, comme celle proposée dans le projet de loi 1, préserve nos droits et notre dignité. Je cède maintenant la parole à M. Johnston, qui abordera nos préoccupations principales concernant ce projet de loi. Bonjour. Notre mémoire est bref, 5 pages que vous avez certainement déjà consultées. Nous allons nous concentrer très brièvement cet après-midi sur 2 aspects. Premièrement, nos principales préoccupations générales avec le projet de loi 1 et deuxièmement, des préoccupations plus spécifiques qui touchent nos membres, les aînés d'expression anglaise. Pour ce qui est la première partie, nous aimerions dire que nous partageons les mêmes préoccupations générales concernant le projet de loi qui ont été soulevées aussi par d'autres organisations représentant la communauté québécoise d'expression anglaise. Il y en a 4. Il y en a 4. Premièrement, la priorité accordée aux droits de la majorité ou la nation sur ceux des minorités et aux droits collectifs sur les droits individuels. Cette approche, à notre avis, contredit l'objectif fondamental d'une constitution, protéger les droits individuels et minoritaires contre les abus potentiels du pouvoir majoritaire. Deuxièmement, l'interdiction d'utiliser des fonds publics pour contester des éléments du projet de loi 1. Cette mesure accroît considérablement le pouvoir gouvernemental au détriment du contrôle judiciaire, un pilier essentiel de toute démocratie moderne. Thirdly, in the absence of any clear articulation of the rights of the English-speaking community. Et finalement, le fait que le projet de loi a été rédigé sans consultation préalable avec les principaux intervenants de la société civile, y compris les organisations représentant des minorités. Cette absence de consultation contredit, à notre avis, l'article 17 du projet de loi lui-même, qui stipule, entre guillemets, l'État tire sa légitimité de la volonté du peuple qui habite son territoire. Comment invoquer la volonté du peuple sans le consulter préalablement? Notre recommandation est claire. Nous demandons au gouvernement de retirer le projet de loi et de tenir une véritable consultation publique sur toute proposition future de loi constitutionnelle pour le Québec. Une constitution n'appartient pas à un gouvernement, elle appartient au peuple. Elle exige donc le consensus le plus large possible des principaux intervenants de la société civile. Je cède maintenant la parole à Mme Marion, notre vice-présidente,
originaire de Rouyn-Noranda, pour résumer le deuxième point principal de notre mémoire. Bonjour. Notre deuxième point principal concerne les préoccupations plus spécifiques aux aînés québécois d'expression anglaise. Premièrement, l'accès en anglais aux services gouvernementaux pour les aînés. Deuxièmement, la clarté juridique et l'importance de l'égalité entre les versions françaises et anglaises des lois et des documents légaux tels que les testaments. Si nous écrivons un testament en anglais et nous devons le traduire en français pour des raisons légales, nous voulons vous assurer que nos propres mots aient la même valeur juridique que leur traduction française. Troisièmement, l'incertitude quant à la vitalité future de notre communauté. Ces questions sont détaillées dans notre mémoire. L'essentiel que je souhaite souligner ici, c'est que le fil conducteur de ces trois préoccupations demeure l'insécurité et la crainte. La crainte que si le français devrait être promu de manière plus rigide en vertu d'une constitution québécoise, les services en anglais soient progressivement érodés au fil du temps. Or, nous ne trouvons aucune garantie claire dans le projet de loi 1, protégeant nos droits et notre communauté. Il est vrai que la loi sur le gouvernement du système de santé et des services sociaux nous accorde un droit aux services en anglais. Dans les faits, cependant, le système présente des lacunes. This is why we believe existing legal guarantees must be reflected in any new constitution for Quebec, one that would be conceived in an inclusive, collaborative fashion. D'ailleurs, le réseau communautaire de santé et de services sociaux, or the Community Health and Social Services Network, va dans le même sens dans son mémoire. Malheureusement, le projet de loi 1 ne prévoit rien de tel. Je cède maintenant la parole à notre directrice générale, Mme Abarca-Quentin, pour nos remarques finales. Bonjour, Mesdames et Messieurs les députés. D'ici 2031, les aînés représenteront plus du quart de la population québécoise. Ce n'est pas une projection lointaine, c'est dans 6 ans. Ce tournant démographique, cette tsunami, touchera chaque génération, chaque famille et chaque secteur de notre économie. Face à cette réalité, et comme la pandémie nous l'a montré, la communication sera essentielle pour trouver des solutions en collectivité, surtout en santé. Nos aînés ont bâti ce Québec et notre patrimoine commun. Nos institutions, nos entreprises, nos quartiers, par leur travail, leurs impôts et leur audace. Pourtant, aujourd'hui, en 2025, beaucoup travaillent encore pour faire face à la hausse du coût de la vie. D'autres se retrouvent même en situation d'itinérance. Un enjeu critique demeure. Près de la moitié des aînés québécois d'expression anglaise ne parlent pas français. Et certains, en raison de maladies neurodégénératives, ne parlent plus que leur langue maternelle. Ce phénomène touche les aînés de toute origine culturelle face au déclin cognitif. Et pour cette population vulnérable, chaque service devient un obstacle, chaque urgence médicale une source d'angoisse. Leur employabilité constitue également un défi majeur. Le projet de loi 1 ne garantit aucun droit linguistique pour cette communauté et interdit l'utilisation des fonds publics pour défendre ses droits devant les tribunaux. Une société forte protège sa langue et sa culture tout en respectant la dignité de tous ses citoyens. C'est ça la légitimité démocratique. Merci beaucoup. On est déjà rendu à la période d'échange. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci infiniment. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame Arbaca-Quentin, Madame Beck, Madame Marion, Monsieur Johnston, bonjour. Merci beaucoup de participer aux travaux de la commission parlementaire. Merci également de venir parler du point de vue des aînés, notamment d'expression anglaise. Je pense que c'est apprécié que vous veniez, puis je suis heureux de vous entendre.
Par rapport à votre intervention et à votre mémoire, j'avais quelques questions à vous poser, notamment sur la question de l'interprétation des textes, parce que dans votre mémoire, vous dites, écoutez, le projet de loi vient limiter l'expression des textes, supposons en langue anglaise. J'aimerais ça que vous me disiez où dans le projet de loi ça fait ça, parce que j'ai pas prévu ça dans le projet de loi. Fait que je voudrais juste comprendre l'argumentaire derrière ça, parce que dans le projet de loi numéro 1, on ne traite pas de l'interprétation des textes des versions anglaises ou des versions françaises. Si je peux répondre à la question, ma connaissance c'est que si il y a une différence entre le sens d'un texte anglais et un texte français, la version française prédomine sur la version anglaise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une égalité légale entre les traductions. Mais en fait, ça, c'est pas dans le cadre du projet de loi 1 qu'on a devant nous, là. Lorsqu'on a adopté la loi 101 puis la loi 96, il y a des dispositions qui font en sorte que le texte s'interprète les uns par rapport aux autres, donc la version anglaise et la version française, et que si jamais le juge, lorsqu'il se retrouve face aux deux versions, il y a une incompatibilité de version d'interprétation entre les deux, par la suite, il peut se référer à la version française pour connaître la véritable intention. Mais c'est pas de ça dont on parle dans le cadre du projet de loi 1, donc d'où mon questionnement à savoir s'il y avait des éléments dans le projet de loi 1 sur le plan linguistique qui vous préoccupaient. Mais selon ma connaissance du projet de loi, c'est un enjeu. Cette idée qu'il n'y aurait plus une égalité entre les versions anglaises et les versions françaises des textes légaux. Je comprends votre préoccupation, mais votre préoccupation est davantage sur la loi 101, sur la Charte de la langue française, que sur le projet de loi qu'on étudie présentement, parce que ça n'en fait pas partie, là, dans le projet de loi qu'on a, si ça peut vous rassurer. Dans le fond, les parlementaires ne débattront pas de cet aspect-là devant nous, mais j'entends vos préoccupations par rapport à la Charte. Merci. Il y aura des experts constitutionnels qui viendront témoigner, qui pourraient clarifier ça pour nous, parce que je continue à croire que avec le projet de loi, ça représente un véritable conflit de langue. Mais écoutez, je peux pas être plus clair que ça, là. Le projet de loi, malgré peut-être certaines informations que certains laissent croire, mais on vient pas toucher à ça dans le projet de loi 1. Fait que je vous le dis d'une façon très transparente. Mm-hmm. Un autre élément aussi, vous m'avez parlé notamment des soins de santé pour les aînés. Pouvez-vous aborder encore cette question-là pour les aînés? Parce que le régime juridique qui s'applique demeure pour les personnes d'expression anglaise d'avoir des soins de santé en anglais. Puis même aussi dans nos hôpitaux, lorsqu'on a des personnes qui ne parlent ni anglais ni français, le système de santé essaie de répondre à leurs besoins. Puis vous avez raison de dire que bien souvent, en vieillissant, c'est notre langue maternelle qui remonte à la surface. Donc même quelqu'un qui aurait vécu toute sa vie en français, qui est d'origine, supposons, portugaise, bien, la langue la utilisée souvent à la fin de la vie, c'est la langue qu'on a apprise à la naissance. Même chose, supposons que la personne s'est exprimée en anglais une partie de sa vie, bien, ça serait le portugais qui reviendrait. Mais dans nos hôpitaux, bien souvent, il y a des traducteurs, le personnel médical également tente de pouvoir communiquer avec le patient lorsque c'est possible dans sa langue maternelle. Donc, je voudrais vous entendre sur vos préoccupations parce que le projet de loi 1 ne change absolument rien à l'état du droit sur les garanties pour la communauté, notamment d'expression anglaise, d'avoir accès à des soins de santé en anglais. Donc, quelles sont vos préoccupations? Est-ce que je peux répondre? OK, pour moi, il y a une étude, une recherche de CHSSN de 2023 qui s'appelle l'accès en anglais
aux services de santé et aux services sociaux du Québec. Et il dit clairement, dans ce projet de recherche, il y a 36% des aînés québécois d'expression anglaise qui ont déclaré il n'y a pas être servi en anglais, dans une CLSC, par exemple. Et 30% qui ont déclaré ne pas être servi en anglais par la ligne InfoSanté. Pour moi, c'est une inquiétude parce que quand la loi québécoise qui dit clairement de santé, la loi santé et services sociaux, il dit clairement il est très important que tout le monde a le même niveau d'information sur sa santé et c'est très important qu'il y ait un consentement éclairé. Et si une personne parle un petit peu français, pas beaucoup, et si tout est expliqué en français et il y a quelqu'un qui parle en anglais, peut-être c'est un impact sur sa vie, sa santé et bien-être aussi. Et c'est mes inquiétudes pour les personnes âgées. Donc, pour bien comprendre, dans le fond, ce que vous nous dites, c'est la préoccupation, c'est les services de santé en anglais dans le réseau de santé et services sociaux. Puis ça, l'État québécois respecte la loi sur la santé et services sociaux, l'article 15, puis je pense que c'est l'article 246, 200... En tout cas, ça fait un petit bout là, que j'y ai touché, là. Mais donc, lorsqu'il y a des plans d'accès, donc je suis d'accord avec vous, mais tout ça, le régime juridique, législatif entourant ça, le projet de loi 1 ne l'aborde pas du tout, donc ça reste le statu quo. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il faut bonifier aussi sur le plan des services, donc je vais en parler à mon collègue à la santé aussi, parce que vous souhaitez que les aînés puissent être servis en langue anglaise lorsqu'ils requièrent des informations sur leur santé. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre passage. Je vais céder la parole à ma collègue. Merci beaucoup pour la présentation de votre mémoire ici aujourd'hui. Merci à vous, monsieur. Puis d'être déplacé à l'Assemblée. Madame la collègue de Bonaventure, s'il vous plaît, rapidement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais y aller tout de suite avec ma question. En fait, j'aimerais comprendre ce qui vous fait croire que le projet de loi accorde une priorité aux droits collectifs sur les droits individuels. J'aimerais vous entendre là-dessus, si c'est possible. En fait, qu'est-ce qui vous fait croire que le projet de loi va accorder la priorité aux droits collectifs sur les droits individuels? Parce que le projet prévoit que les droits et libertés fondamentaux font partie intégrante de la Constitution, mais j'ai cru comprendre que vous aviez une inquiétude à ce niveau-là. Alors, est-ce que vous voulez l'expliquer? Nous avons surtout des préoccupations au fait qu'on ne voit dans le projet de loi une déclaration concernant les droits individuels ou les droits minoritaires. C'est vrai que dans le préambule, il y a une phrase qui reconnaît qu'il y aura un respect pour les institutions de la communauté québécoise de langue anglaise, mais nous ne voyons pas dans le corps du projet de loi une section qui exprime quels sont nos droits comme minorité. Et souvent, les droits des minorités sont des droits individuels. Merci beaucoup, en M. Nouveau-Brunswick, je dois céder la parole au député d'Acadie. Désolé, Monsieur le député d'Acadie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, Mesdames, Monsieur, bonjour, bon après-midi. Merci d'être là. Merci pour votre mémoire. Vous parlez du processus de consultation qui est déficient avec le projet de loi actuel. Pour vous, quelle aurait été la meilleure façon d'aborder d'abord un tel sujet dans le cadre d'une consultation de la population québécoise? J'aimerais vous entendre là-dessus. Je dirais que moi, je me souviens, comme une personne âgée, il y a 50 ans,
le gouvernement Lévesque a déposé un projet de loi pour la Charte de la langue française qui a été précédé par le dépôt d'un livre blanc où le gouvernement a exprimé leurs intentions, a mis sur la table certaines questions pour discussion, ce qui a donné aux intervenants dans la société civile le temps de se préparer, de donner un avis préalablement au gouvernement avant le dépôt d'un projet de loi. Mais qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une espèce de fait accompli. Le dépôt d'un projet de loi écrit par un groupe de personnes en huis clos, déposé par un gouvernement qui a 81 sièges sur 125, qui pourrait faire passer très facilement une constitution sans un vrai consensus ou volonté du peuple. C'est ça notre objection principale. Et ce n'est pas une objection uniquement tenue par les Québécois de l'expression anglaise, ni les musulmans, ni d'autres minorités. On voit dans la communauté francophone un grand désaccord entre la droite et la gauche là-dessus. Si vous avez lu les éditoriaux hier dans la presse, ou Le Devoir, la manchette disait du projet de loi une dérive autoritaire qui doit être corrigée. La presse, la manchette, c'était « Attention, danger pour la démocratie du Québec ». Moi, comme personne de l'expression anglaise, je vois qu'il y a des tensions croissantes au Québec entre la droite et la gauche. Et nous avons un projet de loi plutôt droitiste pour une société qui, depuis longtemps, était plutôt progressiste. Et cette façon de procéder du gouvernement, est-ce que ça vous fait peur? Si je peux répondre très vite, David, oui, ça fait beaucoup peur. Premièrement, merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est clair que vous nous écoutez. Cette conversation est très, très appréciée. Mais pour plusieurs aînés, pour plusieurs familles, ça se passe très vite. Ce qu'on appelle la loi de tous les lois, ça va vite. Ça va très vite. On est 9 millions, il faut se parler. Bien. Je vous remercie. C'est très, très éclairant. Pensez-vous que le gouvernement va reculer? Puis qu'il va dire, écoutez, on s'est trompé, là, on va recommencer ça? Si la pression devient trop forte, oui. Donc, on va continuer d'en parler. J'espère que oui. Très bien. Je vous remercie. Dans votre mémoire, à la page 4, vous parlez de l'incertitude quant à la vitalité future de la communauté des aînés québécois d'expression anglaise et vous dites « Des assurances de protection pour la communauté d'expression anglaise sont données d'une part, mais d'autre part, les protections ont été érodées par des règlements, des directives, des politiques et une interprétation bureaucratique. » Avez-vous des exemples précis que vous pouvez partager avec nous de ces gestes qui vont éroder finalement la protection de la communauté d'expression anglaise? Je pense que le commissaire fédéral aux langues officielles a fait référence à ça dans un rapport qu'il a fait sortir il y a un mois, dans lequel il parlait de comment le renforcement de la Charte depuis le passage de la loi 86 a eu une certaine confusion. Il y a maintenant une confusion quant à l'application du droit d'être servi en anglais dans les secteurs de soins de santé, des affaires, du secteur privé aussi, et de la communauté. Par exemple, certains travailleurs de santé peinent, selon le commissaire, ce sont ces mots, certains travailleurs de la santé peinent encore à déterminer exactement dans quelles circonstances ils peuvent offrir des services en public en anglais. Par conséquent, ces travailleurs choisissent de pécher par excès de prudence
en ce qui a trait leurs obligations linguistiques, de peur d'être pénalisés. C'est vrai que nous avons dans une loi ordinaire un droit à être servi en anglais dans le secteur de santé, mais notre position, c'est que cette garantie serait plus forte si on le met dans une constitution au lieu d'une loi ordinaire. Et en fait, c'est ce que d'autres groupes dans la communauté réclament aussi, de renforcer ce droit en santé, de l'enchasser dans une constitution québécoise, que ce soit qui est né de ce projet de loi ou qui vient dans le futur déposé par ce gouvernement ou un autre gouvernement. Merci beaucoup. Monsieur le député de Maurice Richard, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Thank you for being here. On a entendu la partie gouvernementale. Je dois avouer, j'ai été étonné qui disait qu'on ensachait les droits fondamentaux dans la Constitution. Ce qu'on permet à l'Assemblée, c'est décider à une majorité simple quel serait un droit collectif, n'importe lequel. Il n'y a en fait pas de limite à ce que l'Assemblée pourrait décider. Et sur ces bases-là, en fin de compte, on hiérarchise et les droits fondamentaux, qui seraient ceux de minorités, n'importe lesquels, les minorités anglophones en font partie, ne peuvent plus être invoqués. C'est une genre de clause non-obstant continue sur ces questions-là. Est-ce que c'est votre compréhension du projet de loi? J'hésite à me lancer un peu trop en détail là-dessus parce que je ne suis pas expert constitutionnel. Vous soulevez des bonnes questions et ce serait sûrement des bonnes questions pour une consultation préalable sur un autre projet de loi. Nous venons aujourd'hui simplement avec une seule recommandation de retirer ce projet de loi, refaire le processus et de tenir une consultation avec des intervenants plus larges de la société civile. Il y a, pour avoir lu le mémoire du barreau qu'on va recevoir très tard, malheureusement, pour des décisions qui m'échappent, la réponse est dedans et puis j'ai hâte de leur poser les questions plus spécifiques. Est-ce que vous avez été consulté avant le dépôt de cette constitution? Très rapidement, s'il vous plaît. Merci. Oh, OK. Très rapidement. Allez-y, M. Johnson. Allez-y. Go ahead. Oh, non. Et j'ai lu que le ministre a fait référence aux consultations que le gouvernement a fait avec le Parti québécois, Québec solidaire, telle personne, tel groupe. Mais à ce que je sache, il n'y avait pas une consultation avec un individu ou un organisme. Et si vous me posez la question, je vais vous dire que nous non plus, on n'a pas été consultés, juste pour être clair. Merci beaucoup, M. le député de Maurice Richard. M. le député de Jean Talon, s'il vous plaît. Donc, une des choses que vous mentionnez dans votre mémoire et que vous venez aussi de mentionner ici, c'est que l'absence de consultation, le fait qu'il n'y a pas eu de dialogue avec vous, a comme résultat que vous ne sentez pas que vos préoccupations ou que vos intérêts ont été considérés dans la rédaction de ce projet de loi. Est-ce que c'est bien ça? Oui, en effet. Bien. Parmi les préoccupations dont vous faites état, c'est l'accès aux services en anglais pour vous, pour les membres de votre communauté. Mais vous dites que vous reconnaissez que le projet de loi n'abroge pas des droits linguistiques existants, mais vous dites qu'il pourrait mener vers une promotion plus rigide du français qui pourrait restreindre les programmes pour aînés. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que ce serait une promotion plus rigide du français? La promotion plus rigide que nous voyons depuis le passage de la loi 86, dont le commissaire fédéral aux langues officielles a fait référence dans son rapport il y a un mois. Donc là, vous faites référence au projet de loi 96 qui a déjà été adopté, mais ce projet de loi numéro 1, comment le voyez-vous transformer cette capacité pour les personnes? En le garantie d'un service en anglais dans le secteur santé, dans une constitution, de renforcer un droit qui existe sur le plan
constitutionnel est plus fort qu'une garantie écrite dans une loi ordinaire. Et donc, pour... Et plus largement, on ne voit nulle part dans le projet de loi quels sont nos droits. Quels sont les droits de la langue anglaise ou quels sont les droits de la communauté de l'expression anglaise. Il y a un silence et j'aurais aimé qu'il y avait un effort pour définir. Merci. Merci beaucoup, M. Johnson. Le temps, ça va tellement rapidement. Je tiens à vous remercier d'avoir été aujourd'hui avec nous. C'est très, très apprécié. Sur ça, je suspends les travaux quelques instants pour accueillir le prochain groupe. Merci beaucoup encore. Merci infiniment.